Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Bazar. Ça fait à présent 4 ans que j'ai le plaisir de vous retrouver chaque mois pour votre magazine culturel 4 saisons où vous découvrez à travers chaque numéro des films singuliers sur l'art en Bretagne et ceux qui créent aux 4 coins du territoire. Alors ce soir, je vous propose un best-of de ces films dans des versions condensées. Place à l'art au service de l'art, bref, du bon, du beau, du Grand Bazar. Voici le tout premier sujet que nous avons diffusé en avril 2016. Le réalisateur, Pierre-François Lebrun, y rencontrait l'artiste Guillaume Pinart autour d'un atelier de dessin collaboratif. À partir d'une copie de la toile Village breton sous la neige de Paul Gauguin, Guillaume invitait toute personne en âge de tenir un crayon à interpréter une nouvelle version de la toile. Guillaume Pinart expose actuellement et jusqu'au 6 juillet à la galerie parisienne Anne Barrault. Tout commence par un tableau de Paul Gauguin accroché au FACT, Centre culturel Colombier à Rennes. Et là, c'est le vrai. Évidemment, c'est une copie. L'original est au musée d'Orsay. La copie a été réalisée par Guillaume Pinart, un artiste un peu moins célèbre que Gauguin, mais beaucoup plus contemporain. C'est toutes les métamorphoses de ce tableau qui m'intéressent. Le fait qu'il ait été un peu moqué, qu'il ait été inachevé, repeint, qu'il ait une sorte d'histoire... Toutes les cartes postales aussi, finalement, qu'il comporte, tous les clichés, c'est ça qui m'intéresse. L'atelier va durer 5 jours. Il est ouvert à tous. Pour commencer, ce sont les élèves qui s'y collent. Gauguin, c'est dans les lignes, les formes, et beaucoup les couleurs. Les couleurs, je pense qu'elles ont complètement transformé l'idée qu'on se faisait de la peinture pendant ces siècles-là. On a vraiment de la liberté maintenant dans ce qu'on peut produire. Même le projet participatif, je ne suis pas sûr que ça aurait marché il y a un siècle. Faire travailler toutes les couches sociales de la même manière, c'est génial. On peut faire du gris foncé, du gris clair, du blanc. Comment on fait du gris? On efface. Là, t'as fait du gris déjà un petit peu. Après 2 jours, les murs de la salle d'exposition sont couverts de copies. Les enfants et leurs professeurs sont retournés à l'école. Place maintenant aux habitants du quartier et aux visiteurs de passage. Tu as la qui part. La ligne d'horizon, là. Oui, la ligne d'horizon. C'est une ligne d'horizon, là. C'est ça. Ben oui, mais je vois voilà, pas bien. C'est là, à quelque chose près. À peu près là, hein. Ouais. Il faut aller à peu près tout droit, là. Tu vas bien. Comment il faut faire? Voilà. Je vois mal. Enfin, à quelque chose près. Cinquième et dernier jour. Les derniers dessinateurs terminent leurs œuvres et déjà les premiers visiteurs découvrent une exposition bien étrange. La cabane est terminée. On peut revenir maintenant pour retrouver son dessin ou voir les dessins qui ont été réalisés par toutes les personnes qui sont venues. Puis voilà, voir tous les regards qui ont été portés sur ce tableau de Gauguin. Ce film onirique d'Anne Burlot, diffusé il y a un peu plus d'1 an, nous avait beaucoup touchés. Le poète ferrailleur est un artiste qui a créé tout un univers fantasmagorique à partir d'objets trouvés dans des décharges ou des vides-greniers. Un pays des merveilles que vous pouvez toujours visiter à Lisieux, à une 40aine de kilomètres de Vannes. Ça fait une 30aine d'années que je récupère comme ça. Autrefois, il y avait une décharge publique ici. Alors, elle n'était pas très écologique, mais très poétique. Et donc, j'allais là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en me promenant le dimanche, à voir des objets. Et j'ai commencé à m'amuser à souder. Je ne savais pas souder, mais ça s'est fait comme ça. Et c'est ce qui, pour moi, c'était d'abord économique aussi, parce que j'avais rien, pas d'argent pour acheter. Donc, je récupérais. Et c'est devenu une idée de transformation de ce qui ne sert plus à rien. Voilà, tu vois. Une mobilette.
Avec ça, tu peux. T'as déjà un corps humain, t'as une belle base, c'est magnifique. En soi, c'est magnifique. Alors, assembler avec 10, 15, 20 objets, 30 objets, il y a des fois, j'ai 100 objets dans une sculpture. Alors, on nous a toujours appris à l'école à faire ceci, à faire cela, à ingurgiter du savoir. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Le diplôme de poète ferrailleur, je me suis donné tout seul, tu vois. J'étais le seul candidat, donc je suis reçu parce que c'est moi qui me suis donné. Au début, je faisais des avions avec des ailes qui étaient vraiment égales, magnifiques, tout ça, ça ressemblait à un avion. Et en fait, plus ça va, plus l'itinéraire d'un créateur, c'est trouver sa voie, trouver son style, et le réel transforme. Se lâcher et pousser le mur pour qu'il soit de travers, mais c'est très difficile. Et puis on s'y habitue, et puis à un moment donné, tu as envie de faire plus de travers, et puis tu fais à l'envers. Et puis en fait, en faisant ça, ça fait que le spectateur, il va se mettre à l'envers à l'intérieur de lui. Et tout son schéma formaté, machin, il le déformate et il va trouver son cœur d'enfant et sa vulnérabilité. C'est ça qui me passionne. Comment on conçoit un film d'animation? Mathieu Tillot, fan de la première heure du cinéaste d'animation Bruno Collet, est allé le rencontrer à la rentrée 2018 pour tenter de répondre à cette question. Le réalisateur plasticien était alors en pleine conception des marionnettes de son prochain film qui devrait sortir bientôt. On vous tiendra bien sûr au courant. Au départ, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, je pensais pas que j'allais passer autant de temps à sculpter. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était rentrer dans la troisième dimension, c'était quand même mieux. C'est-à-dire, non seulement je pouvais peindre mes sculptures, mais elles existaient vraiment dans la réalité. Le personnage prenait vraiment forme. Pouvoir jouer avec la lumière. J'ai fait un film sur Bruce Lee, il me fallait une marionnette très très souple. On l'a tiré en silicone, ça me permettait d'avoir un personnage très solide et très flexible. Ça faisait un moment que j'avais envie de parler d'Alzheimer, et ce qui m'a vraiment décidé, c'est la découverte d'un peintre qui s'appelle Hunter Mullen, qui est un peintre anglais, et qui a continué à faire des autoportraits malgré la maladie, et ça pendant 4 ans, jusqu'au moment où il a été hospitalisé. Et donc on voit la façon dont lui se percevait. Donc c'est un gars qui faisait une peinture assez figurative. Très vite le trait commence à devenir un peu plus flou. C'est amusant, la couleur devient de plus en plus vive avant de disparaître. Et les dernières peintures, il n'y a plus que du noir et blanc. Ce serait intéressant de se mettre à la place d'un malade, dans la tête d'un malade. À un moment, le personnage a un visage à la Van Gogh, donc on a plein de petits traits qui viennent marquer son faciès. C'est de la mousse de latex, donc là on est proche de la matière des guignols de l'info, donc des marionnettes. Et on a mis une structure à l'intérieur des têtes pour pouvoir les animer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces visages en mousse, on a des rotules qu'on peut bouger. Donc on a toujours la même tête, et c'est cette même tête qui vraiment bouge comme la nôtre, c'est-à-dire on a fait des mâchoires, on a fait des pommettes, on a fait des sourcils, on a fait des yeux qui sont sur orbite, et donc les animateurs ont différents paramètres pour pouvoir faire parler et animer le visage des marionnettes. Un mois? C'est pas le temps nécessaire pour faisander une viande de qualité? Tu m'énerves, va tout prendre à la rigolade. Dès le début, les animateurs, ils ont été bien briefés que les mouvements, c'était pas du tout des mouvements de cartoon, et d'ailleurs c'est là que j'ai réalisé aussi que les animateurs étaient un peu déformés par cette façon d'animer,
qui sont souvent des postes clés. Je lance une balle, on va envoyer le bras très très loin. Et là, je leur demandais carrément le contraire, c'est-à-dire il va tendre quelque chose, il va aller doucement, il bouge presque plus, mais ça bouge un tout petit peu. Tiens. Arrête, le poivre. Moi, je discute de la scène, comment je la vois, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et quand je les vois sur le plateau, la plupart sont en train de mimer déjà ce qu'ils vont animer. Toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur de métier sont tous créatifs et tous apportent quelque chose au film. C'est pas le temps nécessaire pour faisander une viande de qualité. Tu m'énerves. Lorsqu'il vivait à Paris, le réalisateur Antoine Tracou était très ami avec la comédienne Anne Bitran, directrice de la compagnie internationalement reconnue Les Rémouleurs. Il la croise 20 ans plus tard, en mai 2016, à Rennes, dans la rue. Elle a décidé de s'installer en Bretagne. L'occasion pour Antoine de la filmer dans sa migration armoricaine. Je suis une fille de la ville, moi de la banlieue nord de Paris, je n'ai vécu que dans les grandes villes. Et voilà, et ça fait un moment que je trouve qu'il y a une aberration finalement dans ces lieux-là, c'est-à-dire ces lieux où il y a trop de tout. On va où là? Tu sais, on va en Bretagne. En quoi? En Bretagne. Et ici, ça va être un lieu de fabrication, de répétition et d'atelier, tourné vers les gens de la ville, les enfants, ceux qui voudront venir travailler avec nous. On a proposé là, au village de Tréguidel, où on habite des ateliers de fabrication d'oiseaux en papier plié, de faire une représentation de Frix dans le café du village qui va réouvrir parce qu'il a été racheté par la mairie. Tout ça est en train de se faire. Il y a des choses qui se dessinent petit à petit. Et j'y crois beaucoup, on est au tout début, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'invente là et puis qui est aussi un désir en ce moment. Les gens ont besoin de se rassembler, de se rapprocher et de faire des choses ensemble. Il y a mille et une manières d'être un monstre. Il peut être né sous le signe du moins, sans bras ou sans jambes. On peut aussi être né sous le signe du plus, avec un bras supplémentaire, une jambe surnuméraire, un pied en trop au milieu de la cuisse. Tous font partie de cette grande famille des difformes. Des boursouflés, des pas carrés, des asymétriques. L'envie de Bretagne, c'est assez vite décidé. Bon, il se trouve que j'ai beaucoup tourné aussi ici dans cette région. Dans les années 90-2000, avec Ginette Guirol, j'avais gardé un souvenir d'une région très énergique. C'est l'énergie, disons, générale, à la fois des gens, de la région, de l'air, de la lumière, qui nous a toutes les deux attirés ici. À l'été 2016, Hervé Portanguen est parti à Saint-Malo rencontrer Jacques Villéglet dans sa maison de famille. Célèbre pour ses affiches lacérées et ses fresques aux signes étranges, le jeune homme de 93 ans cette année est considéré comme le père du street art. Pour les plus jeunes, entrer dans un musée pour découvrir des affiches lacérées, exposées en tableau, peut susciter bien des questions. Les jeunes générations, celles du street art, connaissent-elles celui qui est considéré comme l'un de ses pères fondateurs? Né à Quimper, ayant vécu enfant à Vannes, formé aux Beaux-Arts de Rennes, Jacques Villéglet a créé une œuvre à l'avant-garde dans les années 60. Une œuvre qui aura marqué l'histoire de l'art et qui est reconnue comme précurseur du pop art américain. En 1943, à 17 ans, pour Jacques Villéglet, le choc viendra de la découverte de l'art moderne dans une anthologie de la peinture.
Et à 90 ans, il raconte avec générosité à nos jeunes visiteuses comment tout a commencé. Ça, c'est ma première sculpture, ma première œuvre. Un danseur, une danseuse. Donc j'avais 21 ans quand j'ai fait ça, mais je réfléchissais à faire des choses que je trouverais telles quelles. La pièce fondatrice déterminera la quête artistique de Jacques Villeglé, pour qui il s'agira de voler à la rue le réel. La première partie de ma vie, c'est d'avoir arraché des affiches et en les cadrant, d'en avoir fait des tableaux qui pouvaient rentrer dans les musées, qui pouvaient être comparés à toutes les grandes peintures qui s'étaient faites auparavant. J'avais compris que les affichistes regardaient la peinture qui se faisait. Je savais que l'affiche, ça changeait toujours, qu'il y aurait toujours une évolution. Bon, quand j'avais une série importante de faits, je pouvais me reposer, j'économisais l'angoisse créatrice parce que je me disais, ils vont créer de quelque chose de nouveau, je vais trouver des affiches nouvelles, d'un esprit différent. Maintenant, je fais des tableaux avec des signes qui viennent de partout. Je fais des dessins de cryptographes, c'est-à-dire il y a un sens toujours caché. Même c'est caché pour moi quelquefois. Donc je mets des choses les unes à côté des autres qui au premier abord, est-ce que ça a à voir ensemble? Mais c'est la cryptographie. C'est une forme d'écriture. Tout artiste aime créer une écriture. Pour quelle raison? Tout le travail des artistes, c'est toujours un peu mystérieux. Fidèles à leur tradition de collaboration avec des artistes, les faïenceries Henriot de Quimper ont enrichi leur collection d'art d'une série de pièces dessinées par Jacques Villeglé et inspirées de ses carrés magiques. L'alphabet sociopolitique de l'artiste, figé dans la céramique, est ici comme un hommage aux origines de l'écriture, au mystère des traces anonymes des hommes. À l'occasion de la Biennale d'art contemporain de Rennes 2018, la réalisatrice Chloé Gwynner a décidé de percer les mystères et de démocratiser ce que souvent un œil non averti ne comprend pas lorsque l'on découvre l'art moderne d'aujourd'hui. Un sujet étonnant. Tous les 2 ans, la ville de Rennes est envahie par l'art contemporain. C'est la Biennale d'art contemporain de Rennes. Alors, moi qui n'y connais pas grand-chose, je suis allée faire un tour. Et j'ai trouvé des expos, des performances, mais aussi un chou-fleur, un tableau en cheveux, du porno féministe, et j'ai même rencontré un fétichiste des nez. Des visiteurs qui se portent volontaires pour venir se faire mouler le nez. Et donc en échange du moulage de leur nez, je leur offre 6 minutes de mon temps où je fais absolument tout ce qu'ils veulent que je fasse. Pour cette performance-là, je me suis arrêtée à la porte. Il se trouve qu'au même moment, Volmir Cordero entamait ses répétitions en vue d'une autre performance, de la danse. C'est plus classique, la danse. Alors cette performance, elle est née d'un désir de travailler avec des espaces alternatifs. Et pour ça, on a composé une série de scènes très courtes, inspirées des poèmes de Brecht, où justement, ce qui a été mis en question, c'était les rapports entre la survie et la guerre. Donc on a pris ces problématiques de volonté de destruction, de capacité à regarder la destruction de l'homme sans rien faire, et on a essayé de contraster cette pulsion assez meurtrière avec des énergies de fête carnavalesques, des énergies de danse, de célébration, des moments de collectivité très forts. Et on a essayé tout le temps de travailler avec les contrastes qu'il pourrait y avoir entre les deux types d'énergie. À ce stade de ma visite, je me suis dit qu'un retour aux sources s'imposait. Direction le musée des Beaux-Arts pour tenter de comprendre comment on en est arrivé là. J'ai demandé à voir un responsable, Étienne Bernard. C'est l'un des 2 commissaires d'exposition de cette biennale. Définition de l'art contemporain. Alors ce qui est super dans l'art contemporain, c'est le principe que ça échappe à toute définition. C'est peut-être ce qui le définit le plus d'ailleurs.
Grosso modo, l'art moderne a ouvert le XXe siècle artistique. On considère que c'est ce qui a mis fin à l'art académique avec des codes établis. On a dit, voilà, ce qui est art, c'est ce que l'Académie de Paris dit. Donc la peinture, elle doit traiter de scènes antiques ou de scènes de bataille. Enfin, il y avait ce qu'on appelle les grands genres, le paysage, des choses comme ça. Et à partir de la fin du XIXe siècle, il y a des artistes ont souhaité faire un peu la révolution au sein de l'Académie. C'était des petits rigolos qui sont maintenant pour nous des espèces de grandes figures, mais qui à l'époque étaient non seulement des révolutionnaires, mais surtout ils ont foutu le bazar dans le monde établi de l'art. Et donc ils ont écrit l'histoire moderne et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a pensé que cette formulation de l'art moderne n'était plus suffisante, parce que la question de l'opposition à l'académisme était finalement acquis. Il fallait inventer autre chose, parce que c'était juste un champ de possible. Et donc dans les années 50, il y a un certain nombre de théoriciens qui parlent d'un art contemporain pour dire quelque chose qui touche à tout, disons ça comme ça. À la fin de cette journée, je ne suis pas bien sûre de comprendre davantage l'art contemporain. Mais depuis, je regarde mon nez différemment et je repense à ces artistes qui nous rappellent avec leur poésie dans quel monde on vit. In my body, entering in physical contact. Charlotte Mével est illustratrice web en Centre-Bretagne. Il y a plus d'1 an, elle a décidé de créer une BD avec une thématique qu'elle vit au quotidien, la rousseur. Du papier à la tablette graphique, en passant par la rédaction des bulles, Anne Burlot filme tout le processus de création de la nouvelle BDaste. J'ai toujours été rousse. Ça m'est arrivé comme ça. Pour avoir cette chance, il faut hériter de 2 gènes roux. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. L'allèle roux est récessif, ça veut dire qu'il doit être présent 2 fois pour se révéler au grand jour. Comme aucun de mes parents n'est roux, j'ai d'abord trouvé ça louche. Aurais-je été adoptée ? Non, car chacun possède secrètement le gène de la rousseur. On m'a souvent dit que j'avais des cheveux sublimes. Dans la famille, tout le monde semblait unanime. Et ça les étonnait quand je rapportais qu'à l'extérieur, c'était pas tout à fait pareil. C'est une bande dessinée qui parle de la rousseur, des gens qui ont les cheveux roux. Il y a un tas de moqueries et de préjugés qui perdurent, donc j'en parle un petit peu, parce que c'est des choses que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ou en tout cas qu'on m'a raconté. C'est un sujet qui intrigue, en tout cas, qui laisse pas les gens indifférents. C'est complètement nouveau pour moi, ouais, parce que moi je suis graphiste, donc ça m'arrive de faire... je dessine souvent dans mon travail, mais c'est des illustrations ponctuelles, en fait. Il n'y a pas ce côté, justement... Il n'y a pas le travail de la narration, il n'y a pas j'ai pas le propos et le fond à créer, en fait. Moi, je donne juste la forme. Donc là, c'est complètement différent, parce que j'ai tous les aspects à créer, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Je scanne mes dessins que j'utilise en calque de fond. Et pour redessiner à l'ordinateur, parce que du coup, ça c'est un peu un automatisme de graphiste, je pense, d'utiliser le numérique. C'est tellement plus facile d'avoir un trait vectoriel que je peux modifier, que je peux triturer, tordre dans tous les sens, que je peux déplacer, agrandir. Si un personnage est trop grand, je peux le réduire facilement. Ça me permet de le rendre agréable à regarder et lisible, en fait. Parce que des fois, sur papier, il y a des positions ou des traits qui ne sont pas toujours très harmonieux ou que j'arrive pas à obtenir. C'est la première fois que je fais ça, mais moi je m'éclate à faire ça, donc j'aimerais bien aller au bout du projet. Donc alors si c'est avec un éditeur, tant mieux, parce que ça sera plus facile d'être accompagné, je pense, sinon ce sera par moi-même. Mais j'ai une 60aine de pages en gros à dessiner pour arriver au bout de mon histoire.
Installé près de Saint-Malo, Jean-Luc Lemounier est un créateur de meubles d'art contemporains. Ces meubles sont de véritables œuvres d'art, des pièces parfois uniques qu'il crée à partir de matériaux nobles comme le bois et le bronze. Christophe Ray a passé quelques jours avec lui à l'automne 2018, alors que le designer prépare une exposition qui débutera ce mois-ci à New York. Quand les gens regardent mon travail, s'ils s'en vont avec l'idée que c'est juste des commodes ou des bureaux, c'est que j'ai un peu raté quelque chose. Je ne reste pas figé au bois ou à un seul type de design qui marquerait une empreinte sur mon travail. Je vais m'aventurer dans le bronze, le cuir, ouais, j'aime le textile, j'aime la pierre. Donc en fait, je ne sais pas du tout où j'en serai dans 5 ans et c'est vraiment ça qui me plaît. Il n'y a pas d'engagement d'artiste au sens où les gens aujourd'hui font la part des choses en disant voilà, c'est de l'art contemporain, il a voulu faire tel message. Moi je m'en fous, c'est-à-dire que je fais ce qui me plaît. L'essentiel c'est de trouver l'acheteur qui va vibrer comme moi, parce qu'en fait on ne parle que de ça, on parle d'émotion. Moi, je fonctionne toujours à l'instinct, c'est-à-dire que je vais toujours retenir un détail. Et c'est ce détail-là qui va faire le démarrage de la création. Il y a une chose, moi, qui m'a toujours parlé et que j'ai trouvé magnifique à Saint-Malo, c'est ces fameux brise-lames qui sont plantés le long des remparts. C'est un élément semi-naturel, c'est quand même des gros pieux de chêne, donc j'ai commencé à travailler le bois. Donc voilà, il y avait tout un mix de choses qui faisaient que ce brise-lame-là, il avait beaucoup de sens pour moi. La fonction qui, elle, est secondaire, dissimule en fait un petit cabinet, un cabinet-bar. Alors là, il manque l'essentiel puisque normalement le premier collectionneur avait demandé à ce que je mette en scène 3 bouteilles de cognac. Donc on a les 3 flacons de cognac qui sont posés sur les petits tiroirs avec les petits aménagements. C'est une pièce que j'affectionne énormément parce que c'est une des premières où vraiment je suis parti sur l'aspect sculptural. L'aspect particulier des pieds, c'était de retranscrire le chêne qui est vraiment, au bout d'un moment, travaillé et retravaillé par la mer. C'est fait avec des dizaines et des dizaines de petits haricots verts. Le souci principal, je parle pour le design, c'est qu'on a, au fil du temps, séparé le penseur de la personne qui fabrique. Pour être épanoui, j'ai besoin de mettre les mains dans la matière. Le choix, ça a été de se dire, je vais me concentrer sur les créations, et on va prendre le réseau de l'art parce qu'on va avoir un client collectionneur, c'est-à-dire des gens plus attentifs que les autres à ces détails-là. Ça doit faire 6 mois maintenant où on travaille avec une galerie à New York qui en a signé un contrat et qui représente Jean-Luc Lemounier. C'est-à-dire qu'il s'engage sur du long terme à faire la promotion de mon travail. Quand il y a quelqu'un qui va en gros sortir le chéquier et se dire « Ah, je crois en ce que fait ce jeune homme », surtout quand il est à l'autre bout de la planète, et qui va dire « On va essayer de faire la promotion de ça », là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement d'un projet. Damien Stein est réalisateur de films pour le Grand Bazar, mais il signe aussi de nombreux clips avec brio. Pour ce film, tourné il y a un peu plus d'1 an, il a souhaité faire une véritable mise en abîme en suivant le réalisateur de clips Joe Pinto Maya, un créateur chevronné qui a débuté sa carrière avec des grands noms du rock dans les années 80. De la bobine au numérique, il nous raconte l'évolution de son métier. Alors, c'était bien? Très bien, ouais. Magnifique. Ah. Ouais. Il faut imaginer quand même voilà, une thématique, un concept assez simple quand même. J'aime bien revenir à des choses hyper simples, un peu basiques, noir et blanc, plan cut. Et je voudrais y intégrer pas mal de figurations. Donc je cherche des gueules avant tout. Donc je cherche dans mon téléphone, dans mes contacts, qui je pourrais demander. J'aimerais y inclure sur un décor des coupes anatomiques de visage et autres qu'on pourrait coller dans un deuxième temps dans le décor, les patiner. J'ai quelques pistes. Donc j'ai fait des maquettes et puis je vais lui proposer éventuellement mon petit travail préalable et puis on verra ce qu'il pourra faire avec tout ça, quoi. Bon, après c'est hyper large. Le morceau s'appelle Sans visage et les paroles c'est Sans visage, sans sourire.
Ça peut être interprété de 10 000 manières. Moi, je rentre pas forcément dans les couplets. Enfin, voilà, je garde juste les morceaux un peu thématiques du refrain. Parce qu'on n'écoute pas forcément les chansons, on retient vraiment éventuellement juste les refrains. Et pour moi, c'était l'idée d'avoir comme des gens qu'on regarde jamais, quoi, qui sont un petit peu, qu'on considère un petit peu hors norme, hors société. Dès qu'on a un tatouage, dès qu'on est différent, un piercing, voilà, on n'est pas dans les clous, quoi. Et j'ai envie de les faire poser fièrement devant la caméra, de relever la tête, de regarder fixement, avec un regard pas dur, mais un regard fier quand même. Mais j'aime bien ce côté portrait photographique. Ça vient un peu du fait qu'au départ j'ai commencé un peu en photo avec des photos de groupes de rock et autres, mais j'aime bien cette notion des fois de plan fixe où il se passe pas grand chose non plus. Ouais, vous allez devenir à peu près ici, vous êtes en premier plan, donc moi on me fait un morceau de musique et ça y est, les Grands Bergers, je l'ai dans la tête, je l'écoute 30 fois dans la journée, j'ai trouvé quelque chose. Après on est vite limité, avant c'était voilà, il fallait avoir une idée et puis voilà, on allait calculer après les moyens techniques. Mais maintenant non, d'abord on regarde le budget, donc on se met des cadres bien serrés, bien fermés. Et puis au fur et à mesure de l'écriture, on raye parce que ça on n'a pas le droit, on n'y arrivera jamais. Donc il faut tenir compte quand même du budget qu'on a. On a troqué la pellicule contre du numérique. Maintenant, j'en reviens toujours au fait qu'un clip ou un court-métrage, de toute façon à la base c'est quoi? C'est un papier, un crayon et il faut avoir des idées. Donc après, peu importe le support. Étendard, c'est une biennale de land art qui a lieu dans le pays de Brocéliande. Créé en 2004 par un collectif d'habitants, l'événement invite des artistes à installer des œuvres éphémères sur l'eau. Pierre-François Lebrun a passé quelques jours avec les artistes en pleine installation. À Brocéliande, il n'y a pas que des fées, des druides ou des chevaliers. En ce début du mois de juin, il y a aussi des amateurs d'art et des amoureux de la nature qui participent à l'inauguration de la Biennale Étendard et découvrent les créations d'une dizaine d'artistes installés sur les plans d'eau du pays. Pour eux, l'aventure a commencé 8 jours avant, évidemment au bord de l'eau. Ah, ça réchauffe. Quand j'ai dessiné cette installation, il fallait vraiment que je dessine quelque chose en fonction de cette masse de vase qu'on ne voit pas mais qui est indispensable. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que les nénuphars vont continuer à se développer? Donc il va y avoir des surprises. Et ça, c'est le principe des installations en pleine nature. Il y a des grosses gouttes qui arrivent. Ah bah Mani, il faut peut-être que tu sortes là. Bon, il n'est pas dans le coin. J'aime l'idée de faire les choses éphémères parce qu'il donnait moi une opportunité pour vivre dans le moment, pas penser le passé ou le futur, juste maintenant. Et c'est la philosophie que je believe, et c'est pourquoi je travaille comme ça. Tu vois, là, il n'y a presque pas de soleil, donc il n'y a pas beaucoup de luminosité et les reflets, ça marche super bien. Ouais. Ça donne envie d'aller voir ce que les autres ont fait. Et discuter de leurs problèmes aussi. Mais peut-être qu'en amont, ils ont plus... Oui, mais si on avale qu'on voit le truc. Voilà. Les œuvres sont terminées. Au détour d'un chemin, elles vont séduire, surprendre ou émouvoir les promeneurs. Le temps d'un été.
Alors que règne le tout numérique, un collectif rennais, Vitrine en cours, propose des projections de diapos et de boucles tirées de films 8 et 16 mm, offrant des compositions visuelles à la patine vintage inégalable. Accompagnant des créations sonores, des soirées ou encore des festivals, le projectionniste et le photographe du collectif ont raconté à Mathieu Tillot au printemps 2018 la façon dont il compose. Vitrine en cours, c'est l'image projetée, donc il y a une exhibition. Et puis en cours, puisqu'on est en permanence en train justement changer cette vitrine, changer nos projections, c'est des tableaux vivants. On associe, on mélange des images et c'est toujours en cours, quoi. Je ne sais plus qui disait le cinéma c'est 24 mensonges par seconde. Un autre disait c'est 24 vérités par seconde. Non, moi ce que j'adore avec l'image, c'est la perception que vont en avoir les gens. Avec le 16 mm et avec d'autres images, ce qu'on aime, c'est justement associer, pas forcément superposer, mais déjà coller deux photos ou une photo et du cinéma à côté. Et c'est ces associations en fait, qui créent quelque chose en plus. Ça fait penser un petit peu au DJ quoi, qui mélange deux sources différentes et qui en crée une troisième, quoi. Si on fait un tableau comme on fait avec du vitrine en cours, qu'on habille des espaces, on va travailler par petites touches, c'est-à-dire que Nico va mettre une diapo, moi je vais mettre une boucle à côté, on va créer comme ça un tableau et on va s'arrêter quand on va trouver ça joli. Après, chacun va y voir des messages. C'est aussi ce qui est très intéressant dans notre travail et très marrant parce que chacun va s'approprier le tableau et se dire « Ah, il y a un truc ici que j'ai vu là, c'est ça, et puis un truc que j'ai vu… » Voilà, il y a moyen d'imaginer plein de choses en fait. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, c'est d'arriver dans un lieu, de l'habiller avec nos images, et quand les gens rentrent dans ce lieu-là, ne le reconnaissent plus, pratiquement. Ils se retrouvent dans un lieu complètement différent. Et c'est une des choses qui nous a beaucoup plu au départ de Vitrine en cours, c'était ça, que les gens soient perdus dans un lieu qu'ils connaissent. Moi, mon métier, c'est projectionniste. Je le fais depuis 20 ans. Donc, j'ai connu le 35 mm avant l'arrivée du numérique. Et moi, j'aimais ce métier-là. J'aimais le rapport à la pellicule. Pour moi, j'étais un artisan. Voilà. Et la question ne s'est pas posée. Ça s'est fait naturellement. Pour moi, c'est une continuité de mon métier, en fait, qui est plus dans l'esthétisme. Mais en tout cas, c'est toujours cette manipulation de la matière, toujours ce rapport à la matière. La manipulation fait partie de la performance en fait. C'est-à-dire que les projecteurs, voilà, on est tout le temps, on circule derrière, on change les optiques. Et puis oui, ce qu'on aime bien, c'est multiplier les sources. C'est-à-dire que si on arrive dans un espace justement qu'on investit avec nos images, on va ramener une quinzaine de projecteurs. Et donc ça nous permet de mettre une image là, une petite image là, une grande image par là, ce qui est plus difficile avec un vidéo proche. Ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment le côté sample de mon travail. C'est-à-dire que je vais récupérer plein de vieilles matières et dedans couper, remonter, et je compare ça vraiment à du sample musical. À partir de cette matière-là, remonter, gratter, colorier, bidouiller en fait, toute cette matière-là qui existe déjà. Lorsque nous avons découvert le portrait du réalisateur Joe Pinto Maya, nous avons eu envie que lui aussi nous propose des films pour le Grand Bazar. Il nous a livré un portrait en 2 parties sur l'artiste Ronan Jim Sevelek, l'homme aux boîtes. Cette version courte propose de découvrir le travail d'orfèvre de cet artiste surprenant. Et nous voici à Douarnenez, dans un appartement assez vaste et assez lumineux où je peux enfin mettre au mur quelques toiles de mon père, une vue de Marseille juste après-guerre, une toile que j'adore ici, une toile de Nantes où nous avons passé quelque temps après-guerre,
ceci de Douarnenez, un portrait de moi enfant, je devais avoir quelque chose comme 5 ans et demi là. Le travail de mon père est essentiel dans ma vie, enfin la fréquentation de son atelier, parce que c'est non seulement sa peinture, mais ses activités multiples autour de la peinture, du dessin, de la faïence aussi, du modelage. Il a beaucoup travaillé pour la faïencerie Henriot. Et il avait un goût particulier pour façonner des petites choses. Et je pense que ceci est sans doute à l'origine de mon activité d'aujourd'hui. J'ai commencé comme dessinateur de presse, dans un style apparenté à celui de la BD humoristique, disons. Et de là, je suis passé, j'ai eu l'occasion d'illustrer notamment des méthodes pédagogiques de langue et des choses de ce genre. J'ai fait d'autres illustrations aussi, je peignais également. J'ai donc peint comme ça pendant quelques années, mais les courants picturaux de l'époque ne me tentant pas autrement, je me suis orienté vers un autre type de recherche qui consistait à grouper des éléments, favorisant des rencontres improbables, un petit peu à la façon des surréalistes. Dans ce monde-là, petit à petit, j'ai amené des éléments miniaturisés, quelque chose qui réapparaissait de l'enfance. Je pense que là, au point où j'en suis aujourd'hui, je me fabrique, en somme, je me fabrique des jeux pour l'enfant que j'étais. Je dis souvent que le plus compliqué pour moi est de construire la boîte qui va servir de réceptacle à mon travail. Cette boîte construite, j'ai un petit peu l'impression d'avoir fait un piège à une idée plus ou moins latente qui va se préciser au fur et à mesure de mon travail. Avant d'entamer une pièce de ce type, de ce volume, je dois me livrer à un travail quelquefois très, très long, mais qui ne me coûte pas du tout parce que je le considère comme un jeu. Le travail en question consiste à établir des petits livres, des piles de dossiers, des choses de ce genre. Mais à partir de ça, qui va constituer ma palette, je vais passer à ce type de travail que là, je veux bien considérer comme un travail artistique. J'aime les lieux très fournis qui donnent à voir des quantités de petits objets, de petits détails qui s'organisent à leur façon. Quelquefois, un tout petit élément caché derrière un autre, tout à fait insignifiant, peut devenir l'élément déclencheur qui va permettre à celui qui observe de rebasculer dans un autre instant de sa vie, de ce qu'a été sa vie. Quelquefois, mes pièces peuvent donner l'impression d'être assez, peut-être, tristes. Moi, quand j'y travaille, comme quand je les regarde, parce qu'il m'arrive de les regarder en spectateur de temps à autre, j'y vois beaucoup plus une nostalgie douce. La Bretagne est connue comme un énorme vivier de BDastes. À Rennes, il y en a également beaucoup. En décembre 2017, Chloé Gwiner a passé du temps dans les ateliers de certains d'entre eux en se servant du motion design pour nous proposer un film où le dessin prend parfois vie. Tour and Bulle, c'est maintenant. Je suis libraire depuis 1980. K-E-R-V-A-R-E-C. Kervarek. 1980, il devait y avoir 500 nouveautés par an. On en est cette année à 6000 nouveautés par an. Historiquement, la Bretagne a accueilli beaucoup d'auteurs et Rennes est une ville où il y a beaucoup d'auteurs.
problème d'un dessinateur, c'est que souvent il travaille tout seul. Et puis d'écouter France Inter toute la journée, c'est un petit peu lourdingue. Donc on m'a dit, tiens, il y a peut-être des auteurs on peut te faire rencontrer. Et donc j'ai rencontré Lionel Chouin. Et à partir de là, j'ai intégré un atelier qui s'appelait Twin Peaks à la base, et c'est devenu Pepe Martini. Il y a du monde qui a commencé à se greffer autour de cet atelier. Aujourd'hui, on est une douzaine. Bon, essentiellement, on est des dessinateurs de bande dessinée, mais on a un petit peu ouvert notre atelier. C'est un petit peu un métier de débile parce qu'on y passe énormément de temps pour pas beaucoup d'argent, on dira, mais en même temps, on est des passionnés, quoi. Alors moi, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'étais chargé d'études dans le bâtiment. J'ai une remise en question au bout d'un temps où voilà, je ne savais plus trop où j'en étais. J'ai l'impression de courir après des objectifs qui étaient toujours plus durs en fait, à atteindre. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me servir du dessin comme un exutoire en fait, pour ressortir en fait, tout ce que je pouvais ressentir. Et c'est devenu ma première bande dessinée, Vacadab, qui veut dire vendeur d'aspirateurs chinois à domicile avec argumentaire béton. Et il y a eu un vrai retour, sympa au niveau critique, etc. Du coup, j'ai fait le choix, au bout d'un temps, de quitter mon emploi pour faire la bande dessinée à plein temps, quoi. Ça m'a permis de me retrouver moi-même déjà, et puis d'être content de me lever le matin pour aller faire mon travail. Et ça, c'est chouette déjà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui arrivent à vivre juste de la bande dessinée. Il faut avoir des à côté pour pouvoir en vivre. Et forcément, quand on débute, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas du tout le réseau. Ça vient petit à petit. Et donc, j'ai rencontré l'atelier Pepe Martini. Et là, ça a tout de suite matché, quoi. On s'entraide parfois, et puis on rigole bien. Quand il y a des moments un peu plus difficiles, on est là aussi pour se serrer les coudes. Et je pense que les moments les plus délicats, finalement, je pense que ça m'a vraiment aidé à persévérer, d'être dans ce lieu-là, quoi, en fait. En septembre 2018, le collectif d'artistes Ultra Tiède commence la création de son nouvel opus Roman Photo, un livre complètement déjanté qui suit les règles du genre en y apportant toute la joyeuse folie de ce groupe de potes. Mathieu Tillot a dû bien s'amuser en les suivant durant leur shooting. C'est tiède, c'est tiède. Le 6 décembre 2018 se tenait aux Ateliers du Vent à Rennes une conférence de presse exceptionnelle. C'est marqué, c'est Roman Photo. La sortie du second numéro d'Ultra Tiède est enfin annoncée. Le roman photo fait à nouveau son entrée dans le paysage culturel, l'occasion pour les personnages de sortir un peu de leur bulle. Moi c'est Bolton et j'ai des petits problèmes d'identité parce que je cherche mon père, je sais pas où il est. Pepito Nicolas. Si, c'est mon nom. Je suis Derdre. T'as d'autres questions ? Je suis Nils, je suis acteur dans Ultra Tiède depuis plusieurs épisodes. Je suis un pute. On est parti d'une idée comme ça, à faire des pauses et à se rajouter des dialogues un peu débiles et on s'est dit qu'on avait envie de faire un roman photo. Le principe de base, c'est quand même des histoires à l'eau de rose, romantiques. Moi j'enlève ça parce que ça me démange en fait. Ah, c'est la perruque de qui ça ? C'est Suzel. Voilà, je vous présente Suzel, mais Suzel, elle s'est pas très bien coiffée aujourd'hui, donc elle est un petit peu gênée, voilà. On est vraiment parti de ce principe qu'on avait une semaine pour tout faire. Qu'on écrive les dialogues, l'histoire, les personnages, le storyboard, et ensuite on fait les shoots photos, et après il y a toute l'édition, tout le travail de maquettisme, etc. qui est fait en dehors de ça. C'est une expérience, hein. C'est aussi, il y a un côté aussi expérimental. Moi, je pensais pas faire du roman photo un jour. Et puis là, voilà, ça arrive parce que bien accompagné, un roman photo, c'est quand même assez agréable à faire. On travaille comme sur un tournage de film.
On prend le scénario, on le dépiote, on le dépouille et on fait un plan de tournage. Là, on est au numéro 2 du roman photo, donc l'objet, livre. On a une envie, effectivement, d'en faire un spectacle vivant. Alors, on ne sait pas exactement sous quelle forme. L'idée, c'est quand même de partir du projet roman photo et de voir comment on peut détourner les codes, justement, de façon mouvante, j'ai envie de dire. Alors, ça va passer par la voix, ça va passer par le corps. C'est une envie. Il y a plusieurs idées qui ont été jetées sur le papier, ou qui ont été jetées tout court, d'ailleurs. Je ne vais pas dire de qui, mais bon, ils se reconnaîtront. Après, on a l'idée de faire des produits dérivés aussi, de faire des assiettes à nos effigies. C'est un projet complètement égocentrique. En fait, on veut juste que les gens s'arrachent notre image. Voilà, on espère que ça vous a plu, le Grand Bazar c'est terminé. On tenait à vous remercier pour votre fidélité et votre curiosité. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles émissions haute en culture et en couleur. D'ici là, passez d'excellentes vacances. Kenavo. De l'art ou du cochon? La Bretagne s'exporte. Bazar. Beaux-arts.